Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. Bienvenue chez vous. Aujourd'hui, nous allons enfourcher notre petite reine pour partir à la découverte du pays des collines. Et qui dit pays des collines pense inévitablement à Elzel, un village qui est marqué par l'empreinte étrange et ensorcelante de Jacques van de Wattien. Nous découvrirons l'empreinte laissée par cet artiste multifacette et puis nous pousserons la porte d'un torréfacteur chocolatier. Il nous livrera quelques-uns de ses secrets. Lors de notre escapade, nous ferons plus ample connaissance avec le réseau Ravel et les itinéraires de longue distance. Et puis pour terminer cette émission, nous vous emmènerons à l'hôpital Notre-Dame à la Rose, à Lessines, un magnifique couvent hôpital du Moyen-Âge, un lieu magique et hors du temps. Fièrement dressé au sommet de sa butte, aux confins d'Elzel et de Renay, le moulin du Cas Sauvage est l'emblème du pays des collines. Ce moulin à vent en bois à pivot central a été bâti en 1750 pour la comtesse de Rohan-Soubise. Poussé par le vent, vous vous engagerez sur le Ravel de l'ancienne ligne 87. Il fait partie intégrante de la Wappie à vélo, un vaste réseau de quelques 1600 km de points-nœuds balisés, connectés au réseau flamand, wallon et français, qui vous permet de créer un itinéraire en toute liberté. Lorsque vous ferez une infidélité au Ravel, ce sera pour faire plus ample connaissance avec le village d'Elzel. Avant de découvrir ses charmes et son folklore, vous ferez d'abord une halte gourmande. Oh mais quel magnifique vélo! Je ne me suis pas trompé d'adresse, je suis bien chez un torréfacteur chocolatier. Tout à fait, vous êtes bien à la chocolaterie, bienvenue. Vous êtes Cédric? C'est moi. Vous nous emmenez dans votre univers? Avec grand plaisir, allons-y. Très curieuse. Allez. Voilà, bienvenue à la chocolaterie. Merci Cédric. Je t'en prie. Alors c'est ici que tout se passe? C'est ici que tout se passe. J'étais occupé de couler un petit chocolat du Pérou que j'ai fabriqué hier. J'étais occupé de couler quelques tablettes. Je te montre? Oui. Super. Donc voilà, on prépare des tablettes comme ça. Des tablettes de 60 grammes. Ensuite, on met vibrer un tout petit peu pour chasser les bulles d'air. Ça prend un peu de temps que le chocolat se mette bien dans les moules, etc., etc. Voilà. Et ensuite, on va laisser les tablettes se figer avant de les démouler. Tu vois? Tu veux essayer? Je sens que tu es curieuse. Oh, je suis moins douée que toi. Hein. Mais non. Et donc, comment tu sais que c'est... Ah non, donc il fallait appuyer sur la pédale. Ah bah merci, mais tu me dis bien. Ah mais non, Regarde, c'est pas grave, retire-la, Je suis en train de gâcher ton bon chocolat, pas. Cédric. Attends, j'arrive à la rescousse. Ici, donc c'est vraiment une torréfaction, donc ça veut dire qu'on fabrique le chocolat et donc vous avez une partie de l'autre côté du mur où vous avez les fèves de cacao qui arrivent de différents pays et là je les torréfie. Je les broie, je les raffine, j'ajoute un peu de sucre, un peu de beurre de cacao, pas de lécithine de soja, pas d'arôme, pour préserver au maximum l'arôme des fèves. Et donc là, après, je fabrique le chocolat vraiment. Et une fois que ce chocolat est fabriqué, alors effectivement, on peut en faire différentes petites choses. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne vous appelle pas uniquement chocolatier, mais torréfacteur chocolatier. C'est vraiment le métier de A à Z, de la fève jusqu'à la tablette. Oui, donc en anglais, le mouvement s'appelle le bean to bar. Mais en français, j'ai rajouté torréfacteur chocolatier. Donc je ne fais pas de café, mais effectivement, je torréfie mes fèves de cacao. Donc ça veut dire que à la torréfaction, je leur donne, en fonction de la température, du temps, vraiment les arômes que je souhaite. Et ainsi, elles peuvent s'exprimer le mieux possible. Donc en fait, chaque fève de différentes origines ne va pas se torréfier de la même façon. Et en fait, le cœur de la chocolaterie, c'est la torréfaction. Et c'est ça qui est vraiment super important. En fait, le chocolat, c'est comme le vin, on parle de terroir. C'est exactement comme le vin, c'est exactement comme le café. Ça fait partie de tous ces produits où le terroir, le travail de l'artisan, du planteur a énormément d'importance. Et donc effectivement, il y a
des caractéristiques de terroir, de plantation. Vous avez par exemple ici sur les tablettes, moi je rajoute le millésime, donc c'est-à-dire l'année de récolte, parce qu'effectivement c'est important de faire comprendre aux gens que si l'année prochaine leur chocolat est légèrement différent, c'est pas moi qui ai travaillé différemment, c'est simplement qu'il y a peut-être eu un peu plus de pluie ou une petite sécheresse justement, ou alors d'autres facteurs qui ont fait que les fèves sont arrivées à la chocolaterie de manière un peu différente, tout simplement. Alors vous le voyez, Houp Houp, Ricky, Riquette, Patzelé et les bouchons, Volodia, les copulons, Christian Pimon, il n'y a rien de grivois là derrière. Ah, pas du tout. Ça veut dire tout simplement encore plus loin. Christian, vous êtes le président des Amis du folklore d'Elzel. Où sommes-nous ici? Ah bien, au départ du Sentier de l'Étrange, l'emblématique Sentier de l'Étrange, que l'on connaît un petit peu partout hors de nos frontières d'ailleurs, hein, parce qu'il a été un des premiers à être créé ici dans la contrée par un personnage qui s'appelait Watkin Jacques van de Wattijn. C'est quelqu'un qui a vraiment marqué ce village d'Elzel. C'est à lui d'ailleurs qu'on doit cette notion de folklore. Exact, il avait créé en fait une emblème, un ex-libris, Elzel, village élu du folklore. Parce qu'effectivement, avec toutes les activités qu'il avait entre autres organisées, il pouvait se targuer d'une mention comme celle-là. Parmi les activités, il y a le fameux sabbat des sorcières. Vous n'avez malheureusement pas pu l'organiser cette année, mais ça reste une institution. Oui, hein, dernier samedi de juin, personne n'oublie ce genre de choses. Et puis quand on parle d'Elzel, c'est toujours Elzel sorcière, sorcière Elzel. Donc effectivement, on ne peut pas le manquer et on restera là. Et d'où viennent ces diables, ces sorcières dans le village? Ça vient de Jacques van de Wattijn? Ça vient de Jacques van de Wattijn, mais qui a collecté ça pendant des années. À partir des années 55-60, il a collecté auprès des anciens du village des contes et des veillées, et des contes que naturellement les anciens racontaient auprès des enfants. Et ce folklore, cet imaginaire, eh bien, en fait, ça venait de la nature. Ils ont puisé tout simplement sous ces histoires dans la nature qui nous entoure. On poursuit notre balade? Oui, allons-y. Volontiers. Il était professeur et c'est quelqu'un qui n'imposait jamais ses idées, qui critiquait même jamais ses élèves. Hein. Il poussait toujours les gens vers la création totale. C'était la création. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est la spontanéité. Dès le moment où il voyait un geste spontané, c'était une création et c'était important, donc ça c'était réussi. Ce qui rejoint un peu aussi la philosophie du folk art naturellement, parce que c'est l'art populaire et donc tout le monde est capable de produire, que ce soit en sculpture ou en peinture ou quelque chose comme ça, de produire une œuvre comme il le pensait, effectivement. Il était un précurseur parce que dans les années 70, il a déjà donné une véritable identité à ce territoire, bien avant le parc naturel du Pays des Collines. Exact, il l'appelait la région du Pays des Collines. En l'occurrence, il y avait aussi Théo Mersenier à l'époque qui avait donné cette dénomination. C'est finalement le plus bel hommage qu'on puisse lui donner en donnant ce nom à cette région. Ah oui, ça oui, oui. Et puis alors en plus, ce sont toujours des paysages dont il a profité comme décor pour mettre en scène ces personnages, que ce soit dans le folklore ou dans le patrimoine ou dans les artisans, etc. Ça, c'était le décor de fond qui était splendide. Après cette belle découverte pédestre et paysagère, vous reprendrez le fil de votre escapade sur le Ravel en direction de Flobeck. Jacques Bott, bonjour, vous êtes le président de l'ASBL Chemin du Rail. C'est une ASBL qui veille à la sauvegarde des anciennes lignes de chemin de fer. Nous sommes ici sur le Ravel du Pays des Collines. C'est quoi le Ravel pour les gens qui l'ignoreraient encore? Bien, le Ravel, c'est le réseau autonome des voies lentes. Ce réseau a été créé il y a maintenant 25 ans. Et actuellement, il y a 1600 km de Ravel, environ 800 pour les lignes de chemin de fer, un peu moins pour les voies hydrauliques et 250 km de pré-Ravel. On continue notre route? Ah, bien sûr. Allons-y.
Jacques, comme toutes les anciennes lignes, cette ligne 87, elle a toute une histoire. Oui, en fait, elle part d'Enghien, elle va vers Tournai, mais en passant par la Flandre et par René. C'est une ligne qui a été créée vers le 1870 et qui a été utilisée par les Flamands qui venaient travailler en Wallonie. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a créé les premiers abonnements ouvriers. C'est une ligne qui fait aussi partie d'un grand itinéraire européen même. Oui, c'est Eurovélo 5, c'est un grand itinéraire de 3200 km et cet itinéraire traverse la Belgique sur 302 km en venant de Lille et en allant vers Bastogne. Un itinéraire aussi européen qui va de Londres à Brindisi, ça c'est encore plus long. Hein. Exactement, oui, 3200 km. On y va? Bon, allez, on y va. Dès le XVIe siècle, Flobeck et sa région étaient réputés pour la culture des plantes médicinales. Elle a connu un important développement à partir du milieu du XIXe siècle, avant de pratiquement disparaître dans les années 50. Aujourd'hui, la Maison des plantes médicinales met à l'honneur ce passé florissant. De retour sur le Ravel, vous profiterez pleinement du nouveau tronçon reliant Flobeck à Lessines, la ville natale d'un certain René Magritte. Petit à petit, les ondulations des collines s'estomperont. Du Ravel de fer, vous passerez au Ravel d'eau. Avec bonheur, vous flirterez avec la Dendre. Pédalant le long de la rivière, vous ne pourrez rater d'anciens vestiges du patrimoine industriel, dont le fameux chargeur à bateau, exemplaire unique dans notre pays. Resté en fonction jusqu'en 1984, il servait au chargement du porphyre, cette roche d'une grande dureté extraite à Lessines. À 2 coups de pédale de là, une visite se fera incontournable, celle de l'hôpital Notre-Dame à la Rose. Il a été fondé en 1242 par Alix de Rozoy. Consacré à l'accueil des pauvres, cet hôtel-Dieu avait une vocation à la fois religieuse et médicale. Raphaël de Broglie, monsieur le conservateur, rassurez-moi, vous n'êtes pas en train de faire des analyses d'urine. On pourrait imaginer que je sois en train effectivement de vider un pot de chanvre de la salle des malades, mais non, plus sérieusement, j'étais en train de vérifier les numéros d'inventaire des étains. Donc voilà, voilà pourquoi je suis en train de manipuler cet objet. Oui. On est ici dans... Je le remets à sa place. Hein. Oui, faites, Raphaël. C'est votre deuxième maison ici. Oui. Nous sommes ici dans la salle des malades. Oui. Ça date de quelle époque? Alors, l'architecture de la salle des malades a été refaite au XVIe, XVIIe siècle, mais ça correspond toujours à une salle des malades qu'on dit d'hôpital pneumatique. Et donc, l'hôpital pneumatique, c'était celui du Moyen-Âge, où en fait, on pensait que ce qui était important, c'était la qualité de l'air dans la salle. Et donc, on avait un grand volume d'air non chauffé, dans lequel on faisait des courants d'air, et ces courants d'air permettaient de purifier l'air des miasmes, des pestilences, des microbes. On dirait les bactéries et les virus aujourd'hui. En fait, c'est le même principe. À l'époque, on pensait que la transmission des grandes maladies, comme la peste par exemple, se faisait par des pestilences que le malade exhalait par la respiration, par la toux, par les éternuements également. Donc c'est vraiment une salle qui est restée, si je puis dire, dans son jus, elle n'a pas changé? Non, c'est vrai que l'idée est vraiment celle de reconstituer une salle telle qu'était une salle des malades quand l'hôpital fonctionnait au moment de sa fondation et jusque pratiquement la Révolution française, parce qu'on va garder ce même principe avec ces lits en bois, ces alcôves en bois, et dans ces alcôves en bois, on place 2 à 3 malades par lit. On peut dire qu'ils étaient déjà confinés dans leur lit en quelque sorte. Hein. Et donc ces 2 ou 3 malades par lit, ils sont toujours dirigés avec la tête vers la chapelle, vers le maître-autel de la chapelle. Ça, c'est une constante. Et on peut effectivement, tout doucement, nous aller vers la chapelle. Oui. Ce lien entre la salle des malades et la chapelle, c'est quelque chose de fondamental quand on veut comprendre en fait l'hôpital d'avant la Révolution française. C'est d'ailleurs dans notre dossier UNESCO, qu'on mène avec une série d'autres sites en France et en Europe, c'est d'ailleurs un principe fondamental du dossier. C'est qu'on retrouve dans tous ces hôpitaux historiques, comme à Beaune, comme à Sienne, comme ici à Lessines, on retrouve ce lien entre une chapelle et une salle des malades. Et les malades allaient de leur lit à la chapelle.
parce que la chapelle, c'était le lieu des soins spirituels et de l'âme. Et donc, il y avait les soins de l'âme et les soins du corps. Donc ici, on est dans l'aile ouest, en fait. Hein. C'est une aile au niveau de laquelle on a de très beaux décors, par exemple au niveau des culs de lampe. Hein, parfois, hein, on a une médecine qui est parfois bien différente de celle d'aujourd'hui. Hein. Raphaël, vous voilà muet en pharmacien. En apothicaire, oui. Presque en sœur apothicaire, mais bon. Je vois que vous avez un remède miracle ici. Ah oui. Vous pouvez m'en mettre une dose? L'Elchiase, oui, l'Elchiase. Alors, j'ai différentes présentations. En grand flacon ou en petit flacon? Qu'est-ce que... Tout de suite le gros. D'emblée, le grand flacon. Voilà. Je reconnais les connaisseurs. Oui. Alors, dites-moi un petit peu, c'était quoi l'Elchiase? C'était vraiment le remède miracle créé ici à l'hôpital Notre-Dame-à-la-Rose? On peut dire remède miracle, puisqu'en principe, la supérieure Marie-Rose Carouy, qui a inventé le médicament Elchiase, elle va dire que c'est le Sacré-Cœur, dont le tableau se trouve là devant moi, dans cette salle de pharmacie Elchiase, que c'est le Sacré-Cœur qui lui a dicté la formule de l'Elchiase. Alors c'est bien vu, parce que imaginez que elle, Marie-Rose Carouy, petite sœur supérieure de l'hôpital Notre-Dame de Lessines, claironne partout au monde scientifique, j'ai découvert un médicament révolutionnaire. On allait un peu la snober, la toiser, en disant, bah oui, mais on n'avait pas de diplôme de pharmacie, pas de diplôme de chimie, donc voilà. Hein. Par contre, en disant, ça n'est pas moi, c'est la dictée du Sacré-Cœur, elle fait à la fois preuve d'une certaine forme de fausse modestie qui sied bien à une mère supérieure, et elle garantit que son médicament va être formidable et efficace. Qui oserait mettre en doute la dictée même du Sacré-Cœur? Hein, voilà donc comment l'Elchiase apparaît dans le contexte des progrès scientifiques et médicaux en 1896. Et en fait, c'est un extraordinaire antiseptique et cicatrisant. C'est l'ancêtre du mercurochrome ou de l'isobétadine d'aujourd'hui, évidemment. Voilà, c'est ici que s'achève l'émission. Bienvenue chez vous de cette semaine. La semaine prochaine, nous vous emmènerons du côté de Namur. D'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, sur Instagram et sur le site de votre média de proximité. Et surtout, n'hésitez pas à sortir de chez vous. Au revoir et à très bientôt.